Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview du TKO 47 Jourdain contre Ronson. Finalement, c'est l'heure de la première carte de l'année 2019 pour TKO. C'est un début d'année très difficile, autant pour la promotion que pour les partisans qui avaient hâte de voir des combats. Et on va finalement en voir, et pas n'importe lesquels, parce que dans le combat principal du TKO 47 va avoir lieu ce qui est, selon moi et selon la majorité des gens, le plus grand combat de l'histoire de la promotion et un des plus gros combats de l'histoire des arts martiaux mixtes au Canada. Ça va impliquer le champion des 145 livres TKO, Charles Jourdain, qui va faire le saut chez les 155 livres pour y affronter le champion de cette division et de la division des 170 livres, Jesse Ronson, un des plus grands pratiquants des arts martiaux mixtes de l'histoire du pays. Et un test absolument gigantesque pour n'importe quel combattant, voire un combattant de 145 livres qui sera beaucoup plus petit que lui. La sous-carte mais tout autant incroyable. On a finalement un duel qui a été attendu depuis des années. Ça va avoir lieu. La suprématie des 125 livres canadiennes est en jeu, ainsi que le titre de TKO, alors que Yoni Sharbatov challenge le champion Malcolm Gordon dans un combat qui va être absolument génial. Michael Dufort fait son retour chez les 155 livres. Sur cette carte-là, affronte Damien Lapillus. Le tournoi des 205 livres se met en branle. C'est une carte géniale. Il y a 12 combats. 11.5 en ce moment, mais 12 combats. Et j'ai mes analyses et prédictions complètes pour tous ces combats-là. J'ai tendance à prendre une heure avec ces vidéos-là. Je vais vraiment essayer de ne pas faire ça parce que je pense que l'iPad sur lequel je l'enregistre présentement ne va juste pas tolérer le fait que j'essaye d'enregistrer pendant plus qu'une heure. Donc, faut garder ça short. J'ai pas le temps de faire du montage. Puis, anyway, vous avez pas une heure de votre temps à perdre, m'entendre blablater sur des combats. Je le sais que des fois, je pars dans des tangentes parce que je m'excite. Je vais essayer de ne pas faire ça. Aussi, pour ceux qui sont habitués de ce genre de preview-là, je vais le faire comme ma nouvelle formule. Je vais commencer par le combat principal et puis je vais descendre jusqu'au haut de la carte. Ça fait pas beaucoup de sens de dire ça, mais bref, je pars du combat principal et puis je descends jusqu'au premier combat de la carte. C'est comme ça qu'on fait ça à cette heure et on commence immédiatement avec le combat principal de la soirée, le main event, le combat attendu que tout le monde se slide dans mes DM depuis les derniers mois pour essayer de me demander une opinion ou une prédiction sur ce combat-là. Tout le monde a hâte de voir ce qui va arriver. L'anticipation est à son comble et puis voici mon analyse pour ce combat-là. Je l'ai un peu, j'ai un peu vendu ma prédiction sur mon podcast quand j'ai interviewé Charles Jourdain. Il m'a un peu press pour avoir la réponse. Je lui ai donné. Voici maintenant mon raisonnement. Charles Jourdain contre Jesse Ronson. Puis avant de commencer, il faut dire que Jesse Ronson est littéralement un des meilleurs combats de l'histoire du MMA au Canada. Un combattant, pas un combat, mais bref, on va faire comme si j'avais pas dit ça. C'est un striker incroyable, quelqu'un qui est très intelligent, un combattant qui va prendre son temps dans les premiers instants du combat pour tenter d'emmagasiner de l'information le plus possible sur son adversaire, d'essayer d'avoir son timing, d'essayer de voir des tendances, d'essayer de voir ses feintes, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il lance en arrière de ces feintes-là, puis tenter d'établir des patterns dans sa tête selon lequel son adversaire opère. Et puis, quand Jesse Ronson a compris ces patterns-là, c'est là qu'il se met en marche et il devient un des strikers les plus violents en MMA. De body snatcher, c'est pas pour rien. Ses coups au corps sont absolument ridicules. Il a plié plusieurs adversaires avec ça. Le coup au corps contre Jérémy Caponi, le bruit que ça avait fait, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était absolument incroyable. Et puis, c'est ça qui est le danger de Jesse Ronson. C'est aussi quelqu'un qui est très sous-estimé au niveau de la lutte. On l'a vu comme contre Michael Dufort. Et puis qu'il y a une très bonne gestion du combat au sol, dans le sens que Michael Dufort est un combattant excessivement dangereux au sol, contre qui tu préférerais juste ne pas te retrouver au sol, mais Jesse Ronson, chaque fois qu'il a emmené Michael Dufort au sol, a enchaîné avec du gros ground and pound et a ainsi forcé Michael Dufort à défendre puis à pas immédiatement tomber dans sa game de jiu-jitsu brésilien où il est en mesure de soumettre à peu près n'importe quel combattant sur terre et on va y revenir là-dessus, mais bref. Jesse Ronson est ce genre de combattant-là, très intelligent, très méthodique, qui arrive avec un game plan, avec une approche dans ce combat-là. Puis on doit se dire que dans un combat où il va avoir une très grosse différence de poids avec Charles Jourdain, probablement, parce que Charles Jourdain, oui, tente vraiment de grandir en devenant un 145 livres, parce que demain matin, Charles Jourdain contre les plus gros 145 livres dans l'UFC est encore un peu petit, et peut-être même un 135 livres, mais il fait beaucoup de conditionnement physique, il fait beaucoup de poids, tente de
augmenter sa masse musculaire puis de justement grandir sa masse tranquillement vers ce qui est un 145 livres normal de l'UFC. Cependant, il y a encore un peu de chemin à faire à cet effet-là et c'est pourquoi lui va vraiment pas avoir une coupe de poids difficile, contrairement à Jesse Ronson, mais Jesse Ronson a semblé pour ce camp-là et après sa bévue dans l'UFC, vraiment faire ça de façon très professionnelle puis son poids est déjà très bas à l'aube de cette weight cut-là et puis c'est pas un gars qui manque le poids généralement non plus, Jesse Ronson, on doit se dire ça. C'est quelqu'un qui se déshydrate beaucoup et puis qui se taxe beaucoup physiquement pour faire ce poids-là, oui, mais n'est pas quelqu'un qui a tendance à rater le poids. Charles Jourdain, lui, n'aura pas une grosse coupe de poids, mais va à peu près se battre dans la cage au poids qui était avant d'entamer cette coupe de poids-là. Donc, va probablement reprendre tout son poids, reprendre toute sa masse, va être frais dispo, cardio non affecté, mais Jesse Ronson est habitué d'avoir fait les coupes de poids à 155 livres toute sa carrière, puis il m'a mentionné qu'il voulait tenter d'approcher les 180, voire même dépasser les 180 livres dans la cage au moment du combat. Donc, ça va faire une différence d'environ 20 livres entre les combattants, et tout le monde a la défaite de Charles Jourdain contre TJ Laramie encore fraîche en tête, dont Jesse Ronson, et puis c'est vraiment difficile de penser que Jesse Ronson, du moins dans les premiers moment du combat, ne va pas essayer de lutter Charles Jourdain. Peut-être pas pour réussir, mais peut-être juste pour empêcher Charles Jourdain d'avoir le genre de premier round que Charles Jourdain a. Parce que c'est là un peu que ma prédiction rentre en ligne de compte. Là, on a deux tendances de la part des deux combattants qui nous portent à croire que Charles Jourdain risque d'avoir une très bonne chance dans ce combat-là au premier round. Et puis, je pense que plus le combat va avancer, plus ça risque d'aller en faveur de Jesse Ronson qui va justement avoir établi des tendances. C'est dur d'établir des tendances avec Charles Jourdain qui peut littéralement sortir n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est quelqu'un qui drille intensivement des combinaisons qui sont pas orthodoxes, qui finissent ou qui intègrent des moves qui sont pas vus tout le temps puis qui sortent d'angles bizarres puis de drôles d'attaques, et puis c'est comme ça qu'il a réussi à toucher Alex Morgan sévèrement puis à lui passer une soumission au premier round. Et puis écoutez, personne ne fait ça à Alex Morgan, ça n'était jamais arrivé, puis je le sais. Je pense j'ai une bonne idée en fait quand je vous dis que je pense pas que ça va vraiment réarriver. Je vois pas vraiment quelqu'un clipper Alex Morgan comme ça, le dropper puis le soumettre peu de temps après comme Charles Jourdain l'a fait. Et puis si Charles Jourdain est capable de faire ça à quelqu'un comme Alex Morgan, selon moi il peut faire la même chose à Jesse Ronson. Et puis les deux tendances que je vous parlais il y a quelques minutes, c'est justement ça. On a quelqu'un en Charles Jourdain qui est excessivement dangereux au premier round parce que t'as pas encore eu le temps d'avoir son timing, de réagir à sa vitesse. C'est quelqu'un qui est très rapide avec ses mains, Charles Jourdain, puis qui se bat plus léger que Jesse Ronson. Donc on peut peut-être penser qu'il va être le combattant le plus rapide des deux, bien que Jesse Ronson est excessivement rapide. Surtout quand il se met dans son groove et se met à travailler en combinaison. Il y a des choses qui arrivent excessivement rapidement. Donc, je vois Charles Jourdain rester à range, ne pas trop rentrer dans le punching range de Jesse Ronson, utiliser sa kicking game comme il fait, mais vers le milieu du premier round, je le vois commencer à essayer de travailler en combinaison puis de vraiment être agressif comme il le fait. Il se met souvent en marche tôt dans les combats, Charles Jourdain. C'est pas le cas pour Jesse Ronson. Jesse Ronson a tendance à perdre les premiers rounds de ses combats souvent parce qu'il est là à être moins actif qu'il le devrait, parce qu'il tente d'emmagasiner cette information-là. Il tente d'avoir des reads et puis je pense qu'il va se faire clip. Littéralement, là, si je voulais que je sois 100% franc avec vous, je ne vois pas vraiment Jesse Ronson perdre contre personne en dehors de l'UFC, mais dans ce combat-là, je pense qu'il va se faire clip parce que Charles Jourdain arrive tellement avec des choses imprévisibles que j'ai un feeling, depuis que ce combat-là a été annoncé en fait, que Charles Jourdain allait juste sortir quelque chose encore de son chapeau, allait clip Jesse Ronson. Jesse Ronson a un menton absolument incroyable, mais on l'a vu dans son dernier combat qu'il a eu mal contre Michael Dufort à quelques moments, puis il a été forcé pour une des premières fois dans sa carrière à réagir à des frappes, à vraiment cesser d'avancer, puis d'encaisser, puis de reculer. Puis là, on a vu Michael Dufort essayer
d'aller de l'avant et puis de finir ce combat-là. Mais ça n'a pas été dans le succès pour lui. Mais Charles Jourdain est probablement un des meilleurs finishers qu'on a vu dans le monde des arts martiaux mix récemment. Surtout au Québec, surtout sur la scène locale au Québec et au Canada. C'est quelqu'un que quand il te clip, ne te laissera pas vraiment la chance de récupérer. Et pour être bien franc avec vous, je vois un peu Jesse Ronson se faire clipper, tenter de se relever, mais Charles Jourdain profiter de cette transition-là pour rattraper une soumission, peut-être encore une guillotine, peut-être juste sauter dans son dos et aller lock in un rear naked choke. Mais c'est le feeling que j'ai depuis le début que le combat était annoncé. Et puis bien franchement, autant l'analyse logique, puis on se doit se dire que Jesse Ronson est le favori dans ce combat-là. Puis je le sais qu'au Québec, beaucoup de gens ont tendance à penser que ah non, Charles va gagner, Charles va sortir quelque chose de son chapeau. Même moi, je suis en train de faire cette prédiction-là. Mais je dois quand même dire que c'est Jesse Ronson le favori dans ce combat-là. Et puis selon moi, si mon feeling ne se matérialise pas, et puis qu'on se retrouve dans un combat qui dure plusieurs rounds, je choisirais Jesse Ronson dans ce scénario-là. Mais un feeling est un feeling, je peux pas le combattre. Puis souvent, quand j'ai ce genre de feeling-là, c'est dans ces moments-là que je me trompe pas. J'avais eu ce feeling-là, notamment pour Fabricio Werdum contre Cain Velasquez. Je le savais qu'il allait le pogner dans une guillotine à un moment ou l'autre du combat, quand Cain allait shooter. Et puis c'est direct ça qui est arrivé. Puis j'avais même prédit le bon round dans ce combat-là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Mais bref, ça pour dire, c'est un feeling. J'ai eu ce feeling-là à la seconde près qu'il a annoncé le combat Cain Velasquez contre Fabricio Werdum. J'ai dit, ça y est, Fabricio Werdum va soumettre Cain Velasquez. Et puis j'ai le même feeling ici. Je pense que Charles Jourdain va y aller d'un club and sub, va frapper Jesse Ronson avec quelque chose d'inattendu assez fort pour que ça dérange Jesse Ronson, que ça le force peut-être même à tomber au sol, comme il est arrivé avec Alex Morgan. Et puis dans la transition où Jesse va tenter de se remettre de ça, Charles va attraper une soumission, puis il va gagner ce combat-là au premier round pour s'emparer des deux ceintures. Et puis probablement, je l'espère, s'en aller dans l'UFC, essayer d'aller affronter les meilleurs au monde, parce que je pense que s'il gagne ce combat-là, c'est lui le prochain en ligne. Donc, Charles Jourdain, soumission, premier round. Je peux pas croire que je suis en train de faire cette prédiction-là, mais c'est ça que je suis en train de faire. Donc, co-main event de la soirée, c'est un autre combat de championnat chez les 125 livres et ça va déterminer qui est le champion TKO, mais aussi qui est le meilleur 125 livres au pays. C'est un duel qu'on attend depuis des années. Yoni Sharbatov, Malcolm Gordon. Et puis, j'ai un read sur ce combat-là qui est le suivant. On a en Malcolm Gordon un combattant qui est excessivement agressif et qui a besoin de cette agression-là pour gagner ses combats. C'est comme ça que Malcolm Gordon gagne, autant avec son striking qu'avec son jiu-jitsu brésilien. C'est en étant agressif et en forçant son adversaire à réagir. Il se sert de ces réactions-là pour aller placer les coups qu'il veut debout ou aller chercher les tentatives de soumission qu'il veut au sol. C'est un combattant de jiu-jitsu brésilien absolument incroyable. Les deux sont des black belts. Yoni aussi a une black belt en jiu-jitsu brésilien, mais dans ce combat-là, j'aurais tendance à penser que Yoni Sharbatov tenterait d'éviter le sol parce que Malcolm Gordon est probablement à son meilleur sur son dos. Attaque, il y a une séquence de clés de bras triangle assez incroyable. Il mixe un Kimura aussi là-dedans. On l'a vu contre Jordan Graham. On l'a vu essayer ça de maintes reprises contre James Mancini. Et puis, il l'essaye, puis tu le défends, puis là, tu gagnes de la confiance. Puis, il réessaye, puis tu le redéfends. Donc, tu regagnes de la confiance. Puis, à un moment donné, tu es tellement confiant au sol contre Malcolm Gordon que tu fais une erreur parce que tu es trop confiant. Puis, pac! Il te prend dans une soumission, puis c'est vrai, littéralement pour ça que Malcolm Gordon est, selon moi, le plus reconnu. Oui, il est bon debout. Oui, il a du bon KO power dans ses mains. C'est aussi un combattant agressif, un gars qui va amener l'action à son adversaire. Et puis, autant, je pense qu'au sol, c'est à éviter pour Yoni, autant je pense que ce genre de match-up-là debout peut bénéficier à Yoni Sharbatov, parce que non, Yoni n'est pas le plus gros des flyweight, il est pas mal le plus petit des flyweight, en fait, même si c'est pas le plus petit flyweight qu'on va retrouver sur cette carte-là, mais bref, c'est quelqu'un qui a de très très bonnes mains et qui a beaucoup de power quand même pour son frame. Oui, c'est quelqu'un qui est fait quand même large pour quelqu'un de sa taille, je pense que c'est un 5'2", peut-être 5'3" max, mais c'est vraiment un tout petit combattant qui est plus petit que même la majorité des combattants dans sa propre division.
décision. Ça va être le cas contre Malcolm Gordon. Malcolm Gordon va avoir le reach advantage dans ce combat-là, autant avec les bras qu'avec les jambes, et puis va sûrement essayer d'utiliser son style de kickboxing qui est très agressif, comme je viens de le dire il y a quelques instants. Et puis Yoni est justement très bon dans ce genre de situation-là, parce que je pense que Yoni est un counter-fighter peut-être un peu plus confortable qu'un fighter qui lead. Il est capable de faire les deux, va adapter sa stratégie aux besoins, puis c'est ça qui est vraiment la force de Yoni Sherbatov, c'est la stratégie, le game plan et l'exécution de ce dit game plan-là. C'est quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour remporter X et Y combat, et puis il va dans son combat, il ne déroge pas du game plan. Oui, aime échanger, est un gars que si tu lui donnes la chance de lander une très belle combinaison en counter pendant que tu es en train de lui lancer des strikes, il va la prendre. C'est un combattant, c'est un gars qui n'a pas un style conservateur non plus. Là, des fois, quand on pense à un counter striker, un counter fighter en général, on pense à quelqu'un qui a un style conservateur. C'est absolument pas le cas avec Yoni Sherbatov. Chaque occasion qu'il va avoir de toucher son adversaire avec ses mains, il va s'en servir. Et puis je pense que même si le range de Malcolm Gordon va peut-être être une petite équation à résoudre en début de combat pour Yoni, je pense que c'est une équation qui va être en mesure de résoudre. Et puis je vois vraiment ce combat-là durer, je vois vraiment ce combat-là se développer dans les rounds 4 et 5, et je vois vraiment Yoni Sherbatov réussir à être le combattant qui va apporter les ajustements dans ce combat-là finalement. Quelqu'un qui va réussir à analyser un peu à la Jesse Ronson le style de Malcolm Gordon au fur et à mesure du combat, et ainsi apporter les petits ajustements à sa stratégie pour s'assurer que le game plan qui avait été établi continue de marcher et que Yoni Sherbatov reste en avant sur les scorecards. Très dangereux d'aller au sol avec Malcolm Gordon, je l'ai dit au début, je dois le répéter, c'est un combattant qui est très dangereux là et qui est probablement meilleur sur son dos. Yoni a tendance à shooter pour des takedowns, aime bien utiliser sa lutte avec sa boxe. Les deux se complimentent très bien d'ailleurs. Quand il y a un adversaire qui doute un peu sur le takedown, ça l'aide à setuper ses mains de façon plus efficace. Comme j'ai dit, j'éviterais le sol dans ce combat-là. Je pense que si ma prédiction, qui est Yoni Sherbatov par décision ici, ne se matérialise pas, ça va être parce que Yoni a été chercher un takedown et se fait passer une clé de bras ou un kimura ou quelque chose comme ça sur le dos de Malcolm Gordon. Lorsque Malcolm Gordon est sur son dos, je sais pas trop ce que j'étais en train de dire. Et puis oui, Yoni est un grappleur très éduqué, il faut le dire, c'est une black belt aussi, mais Malcolm Gordon est juste dangereux à ce point-là, selon moi. Le sol est à éviter avec lui. Ça reste un bon combattant debout. Je pense que ça va être un duel très compétitif. Je pense que ça va absolument nous donner le spectacle qu'on attend. Ça me surprendrait pas que ça soit le combat de la soirée, étant donné que je prédis que le combat principal ne va pas nécessairement durer. C'est sûr que si le combat principal dure plusieurs rounds, il n'y a aucune chance que ça ne soit pas ça le combat de la soirée. Mais bref, Yoni Sherbatov par décision, c'est mon pick ici, avec un gros astérique sur la submission game de Malcolm Gordon. Je pense que personne n'est à l'épreuve de se faire soumettre par Malcolm Gordon, même pas Yoni Sherbatov. Mais je pense qu'il va avoir la stratégie justement pour travailler alentour de ça et puis réussir à exploiter les quelques faiblesses de Malcolm Gordon qui viennent un peu naturellement avec un style très agressif debout qui des fois laisse ouvert au counter-punching ou au counter-striking en général. Donc Yoni Sherbatov par décision. Avant ça, on a comme ce qu'on pourrait dire le combat principal des combats qui ne sont pas pour le titre. C'est un combat très important qui va probablement déterminer le prochain aspirant numéro 1 chez les 155 livres. Damien Lapillus contre Michael Dufort. Et c'est un retour chez les 155 livres pour Michael Dufort. On peut pas vraiment parler de ce combat-là sans parler du poids, malheureusement, pour Michael, qui n'a pas encore fait 155 livres chez TKO. Semble être en voie de réussir. On pensait ça aussi contre Kevin Généreux, a pratiquement réussi sa weight cut, mais son corps le abandonné, puis il a fini à l'hôpital. Et puis, tant qu'on le verra pas sur la pesée à 155 livres, ça va être difficile d'avoir espoir qu'il va faire le poids, littéralement. Mais moi, j'ai espoir cette fois-là. Les discussions que j'ai eues avec Michael, ça semble s'en aller dans la bonne direction. Puis c'est un move qui est planifié depuis plusieurs temps. Ça essayait de se battre le moins lourd possible lorsqu'il se battait chez les 170 livres. Et puis, se battait très proche du poids auquel il pesait. Il a fait un effort conscient de vraiment descendre son poids puis de passer d'un gars qui pouvait atteindre les 190 livres parfois à quelqu'un qui se tient plus
dans les alentours de 175 livres. Puis ça peut vraiment faire une différence énorme lorsque vient le temps de descendre de poids, évidemment, quand tu as moins de poids à perdre. Donc, c'est l'astérix sur le combat. On n'a pas le choix d'en parler. C'est malheureux pour Michael, mais c'est ça. Pour ce qui en est du combat, pour être franc avec vous ici, j'ai un choix assez clair en faveur de Michael Dufort dans ce combat-là. Et puis oui, il affronte un combattant excessivement expérimenté en Damien Lapillus, quelqu'un qui est très bon debout, qui est très bon au sol aussi, qui a la majorité de ses victoires par soumission. Et puis c'est juste un peu à cet effet-là que je ne vois pas Damien Lapillus malheureusement avoir beaucoup de succès contre Michael Dufort, parce que Damien Lapillus se bat présentement à 155 livres. Il faut se rappeler que sa division de poids optimale est 145 livres, et ça vraiment c'est quelqu'un qui va être beaucoup moins massif que Michael dans la cage. Et puis souvent quand on arrive avec des combattants qui ont du bon grappling, c'est le plus lourd et le plus massif des deux qui finit par gagner le combat à niveau égal. Ça va être Michael Dufort le plus massif des deux dans ce combat-là, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Damien est très expérimenté. Michael, son striking s'est beaucoup amélioré. Ça, faut le dire. C'est quelqu'un qui a très bien fait contre Jesse Ronson. J'essaie de pas trop utiliser la performance de Jesse Ronson contre Michael Dufort dans mon analyse du combat entre Ronson et Jourdain, mais je vais certainement utiliser la performance de Michael Dufort contre Jesse Ronson comme un très bon indicateur de comment Michael est capable de se débrouiller dans un combat contre de très solides combattants à 155 livres qui sont selon moi dans l'élite mondiale. Damien Lapillus est un combattant très expérimenté et peut-être même un des très bons 145 livres au monde. N'est cependant pas, selon moi, un des 155 livres, un des meilleurs 155 livres au monde, et n'est pas un combattant qui va vraiment menacer de finir Michael Dufort dans ce combat-là. Damien Lapillus a tendance à avoir des combats qui durent, à avoir des combats qui ne se finissent pas dans les premiers instants, sauf quand que c'est contre lui, malheureusement. Donc, ça va être très difficile de passer 15 minutes dans la cage avec Michael Dufort en essayant de ne pas se faire finir par Michael Dufort. J'aurais tendance à dire Michael Dufort par soumission au premier round dans ce combat-là. Cependant, je le sais que Michael aime beaucoup son nouveau combat debout, puis va vouloir le travailler dans ce combat-là. Assurément, va vouloir échanger debout avec Damien Lapillus, même si ça donne droit à des échanges serrés. On a vu contre Jesse Ronson que Michael est excessivement tough, et puis que sa seule réaction au fait de se faire mal et de se faire frapper fort était de courir encore plus rapidement vers son adversaire pour tenter de lui mettre la monnaie de sa pièce. Donc je m'attends pas à ce que Damien soit en mesure de finir Michael Dufort, et je m'attends donc à ce que Michael Dufort, à un moment ou l'autre, soit en mesure de finir Damien Lapillus. Le fait que Michael va sûrement vouloir striker, je m'attends personnellement à ce qu'il gagne peut-être pas tous les échanges debout, mais qu'il cause plus de dommages debout à Damien que Damien ne lui en cause. Et puis Damien aime bien mixer des takedowns. On l'a vu contre Julien Leblanc, on l'a vu dans la majorité de ses combats. C'est un très bon combattant au sol. Je le répète, la majorité de ses victoires sont par soumission. Et puis c'est pourquoi j'ai Michael Dufort par guillotine. C'est littéralement son meilleur move. On a vu beaucoup de rear naked choke de sa part. C'est cependant un des meilleurs artistes de la guillotine, et ça de loin dans l'organisation TKO. Il n'a pas eu la chance de nous le montrer tant que ça, seulement contre Robert Serres, mais je pense qu'il va surprendre Damien Lapillus dans un takedown avec une belle petite guillotine et va finir ce combat-là. Je dirais au second round, j'aurais dit au premier round, mais je le sais que Michael va vouloir travailler son stand-up, va donc être un peu moins pressé d'aller au sol, puis je pense que c'est vraiment au sol qu'il peut finir ce combat-là plus que debout. J'ai donc Michael Dufort, soumission deuxième round, guillotine. Juste avant ça, on a le premier combat de demi-finale chez les 205 livres dans le tournoi qui va couronner un nouveau champion. Et c'est Alan Baudot, un gars de qui on a beaucoup entendu parler, qui va affronter Todd Stout. Et puis Alan Baudot ça a l'air très talentueux, a l'air peut-être encore un peu vert, je vous dirais. C'est probablement dans les prospects de la Factory qu'on a vu celui qui a encore le plus de développement à recevoir. Et c'est pas quelqu'un qui se bat pro depuis si longtemps que ça en MMA non plus. Donc oui, c'est un prospect en développement. C'est quelqu'un qui prend un très très gros step-up du niveau de compétition qu'il a tendance à affronter lorsqu'il va monter dans la cage pour affronter Todd Stout, qui est un combattant établi au Canada depuis
de longues années, qui est un des meilleurs, sinon le meilleur combattant à 205 livres au pays depuis que Marc-André Barriault est justement parti. Et quelqu'un qui a justement perdu contre Marc-André Barriault à son dernier combat, c'est en 2017. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. C'est un retour pour lui dans la cage après une bonne absence. Mais bref, on doit se rappeler que contre Barriault, c'est une décision partagée. Et puis même après le combat, c'est pas tout le monde qui donnait ce combat-là à Marc-André Barriault. Il y a beaucoup de gens qui l'ont scoré en faveur de Todd Stout. Donc, c'est quelqu'un qui a passé littéralement à ça de battre Marc-André Barriault il y a très peu longtemps. Et Marc-André est maintenant dans l'UFC, là où il se doit d'être, là où il mérite d'être. Mais ça fait juste vous montrer à quel point Todd Stout est un combattant établi, est un combattant solide. On a Alan Baudot qui aime se battre debout. Clairement, c'est un gars de la Factory, il doit beaucoup échanger avec Cyril Gane et j'ai aucun doute que ça doit beaucoup l'aider dans son niveau de Muay Thai. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'échanger, aime laisser les gens venir à lui puis leur lancer des grosses bombes en counter. Cependant, semble être vulnérable dans les premières secondes du combat. J'ai l'impression que si tu pars vraiment très fort contre lui, t'as des chances de lui faire mal. On l'a vu dans sa seule défaite, en fait, qui était le meilleur combattant contre qui il a affronté. C'est un combat de championnat à EFC en Afrique, si je ne me trompe pas. Et puis, Alan avait quand même très bien commencé le combat. Les deux gars ont juste vraiment échangé comme des malades. Et puis, malheureusement, Alan s'est fait prendre dans une combinaison. Puis, s'est fait passer un KO très, très rapide. Je pense que ça a duré une vingtaine de secondes seulement. Mais c'est le genre de combat où les deux échangeaient tellement que c'était un ou l'autre qui allait se faire et probablement se faire passer un KO. Et puis ça a tombé sur Alan. Malheureusement pour lui, c'est l'autre combattant qui a gagné, mais c'était un 20 secondes d'action où les deux se sont fait mal dans le 20 secondes d'action. Son combat d'ensuite, c'était au Japon dans un ring, et puis on dirait dans les premiers instants du combat, son adversaire est arrivé en courant vers lui, puis Alan a juste essayé de le framer avec ses mains, puis il a quand même mangé un bon overhand et a été forcé dans un échange de grappling. Et puis il faut se dire que Todd Stout est un combattant beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus accompli que les combattants dont Alan Baudot a affronté au Japon. Oui, il a affronté quelques vétérans avec beaucoup de combats dans ses premiers combats MMA, mais depuis, affronter, je vous dirais, des combattants peut-être d'un un peu de moins bon calibre. Et puis Todd Stout, lui, combat après combat, affronter les meilleurs au pays. Et puis va arriver là avec un bon bagage d'expérience. Puis le fait de voir justement Alan Baudot se faire rusher comme ça dans le clinch et se faire forcer dans des échanges de grappling qui a gagné contre son adversaire parce qu'il était juste beaucoup plus gros, beaucoup plus athlétique que lui. Puis il a fini par lui passer un gros KO avec des coups de genoux. Il utilise très bien les coups de genoux d'ailleurs, Alan Baudot, lorsqu'il est dans le clinch. Mais Todd Stout est aussi un kickboxer, est aussi quelqu'un qui aime ça garder le combat debout puis échanger des grosses bombes, frappe très très fort, mais on l'a vu récemment dans les dernières années un peu modifier son style pour adopter une approche qui est un peu plus centrée sur le clinch, justement dans la cage, peser lourd sur ses adversaires et de là travailler des takedowns puis établir son top control. Et puis Alan Baudot va se retrouver contre un gars de la même grandeur que lui, de la même force physique que lui, je crois. Todd Stout est aussi un combattant très athlétique. Alan est très, très, très athlétique et est jeune aussi dans sa carrière. C'est quelqu'un que peut encore se développer beaucoup. Je pense juste personnellement que le step-up en compétition est peut-être un peu trop pour lui. Todd Stout, je pense, doit d'être le favori dans ce combat-là. Je m'attends d'avoir de belles choses des deux combattants. Cependant, dans ce combat-là, j'ai vu qu'Alan, autant je l'ai vu peut-être être susceptible à se faire rusher en début de combat, a tendance à, lorsqu'il se met dans son combat, à sembler beaucoup plus confortable debout, lander des bons coups sur ses adversaires. Donc je pense personnellement que si ce combat-là se passe debout, se passe à la distance, je ne serais pas surpris de voir Alan sortir quelque chose de son chapeau, bien que Todd Stout n'a jamais été passé KO dans sa vie. Je le verrais sortir quelque chose de son chapeau et peut-être infliger ce premier KO-là à Todd Stout, ou même juste lander les meilleurs coups puis aller chercher la décision. Je pense juste que Todd Stout a plus d'expérience dans ce type de combat-là. N'est pas un combattant qui est trop vieux non plus. On peut pas dire, ah oui, il est très expérimenté, mais il est peut-être un peu passé son temps. T'sais, au contraire, ce sont les meilleures années de la carrière de Todd Stout en ce moment. Ça, c'est la meilleure version de lui qu'on doit s'attendre de voir dans la cage. Et puis, je pense que Alan a les outils pour être compétitif avec lui et montrer de très belles choses et nous montrer qu'il peut être, dans le futur, un des très beaux prospects dans cette division de poids-là. Je pense juste qu'en ce moment, même où on se parle, Todd Stout va avoir les outils pour aller gagner une décision serrée dans ce combat-là. Et puis, c'est ça ma prédiction. Todd Stout par décision.
On continue, ça fait quasiment une demi-heure, j'ai même pas parlé du moitié de la carte. Fait qu'on va essayer d'accélérer le pace ici. 135 livres, Johnny Baldridge, Xavier Alaoui, ça va être un très bon combat. Je m'attends cependant à ce que Xavier Alaoui ait l'avantage dans ce combat-là au niveau du grappling. On a vu que Johnny Baldridge est capable de lutter, mais quand tu prends contre un bon grappler, quelqu'un qui est capable de bien set-upper ses takedowns ou juste d'entrer de façon complètement magique comme Matteo Vogel l'a fait, mais bref. Je pense que c'est ça, Xavier Alaoui va avoir à faire attention debout avec Johnny Baldridge. Va être plus grand que lui, va avoir le reach advantage, donc va être tenté de peut-être échanger un peu debout, mais Johnny Baldridge a vraiment des rushs dans les mains. On l'a vu contre Frédéric Duprat, ça ne pardonne pas. Puis c'est pas parce qu'un gars est vraiment plus grand que lui qui est pas capable d'y passer un overhand puis de le sortir complètement de sa conscience. C'est pourquoi je m'attends vraiment à ce que Xavier Alaoui tente de closer la distance, tente d'aller chercher du temps dans le clinch, tente d'aller chercher des takedowns. Et puis on a vu que Johnny Baldridge était capable de défendre des takedowns mais n'avait pas non plus la meilleure takedown defense dans la game. Et puis on a aussi vu qu'une fois au sol, c'était pas le combattant le plus expérimenté. Oui, il a affronté un virtuose du sol en Matteo Vogel à son dernier combat, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas qui n'a rien à se reprocher au sol, qui est lui-même un très bon combattant au sol lorsqu'il a la chance d'évoluer dans cet aspect-là du jeu, c'est Xavier Alaoui. J'ai Xavier Alaoui donc par soumission dans ce combat-là. Ça va être au deuxième round. Je pense qu'il va réussir à aller chercher ses takedowns, travailler de façon méthodique, avancer sa position. À un moment donné ou l'autre, Johnny Baldridge va être confronté devant le fait qu'il va donner un full mount puis se faire ground and pound, ou qu'il va donner son dos et se faire choker. Je pense qu'il va opter pour la deuxième option. Donc j'ai Xavier Alaoui rear naked choke, deuxième round dans ce combat-là. Ensuite, c'est là que je disais qu'on avait 11.5 combats, parce que c'est le moment du combat de Corinne Laframboise. Malheureusement, elle devait affronter Maggie Berchel. Ça n'aura pas lieu, on n'est pas trop au courant au stade où on se parle de ce qui est vraiment arrivé, mais Maggie ne sera pas à Montréal pour ce combat-là. TKO cherche activement quelqu'un pour remplacer Maggie et donner ce combat-là à Corinne, puis on veut voir ce combat-là, on veut voir Corinne avoir la chance d'évoluer, gagner cette victoire-là qui va probablement lui donner, sinon pas un main event, un très gros combat, genre un co-main event ou quelque chose comme ça, contre Jeanne Masson-Wong si elle gagne la ceinture, ou contre Mandy Bomb si Mandy Bomb gagne la ceinture. Mais bref, c'est la chance de Corinne de refaire son chemin vers un combat de championnat. Et puis je pense que tout le monde veut voir ça. Je pense que tout le monde veut voir Corinne évoluer dans ce combat-là. Tout le monde veut voir Corinne gagner ce combat-là. Si elle a un adversaire qui lui est offert, ça va être short notice pour l'autre adversaire, ça va être short notice pour Corinne et tout dépendamment du style match-up, ça va être à vérifier. J'aurais probablement Corinne dans ce combat-là, mais bref, je vous tiendrai au courant si jamais ce combat-là a lieu, de quelle est ma prédiction et tout. Je peux juste pas faire de prédiction dans ce combat-là pour l'instant. On passe donc au 6e combat de la soirée, c'est chez les 170 livres, un autre combat dans lequel je peux barely faire une prédiction. Et c'est Bertin Desclous contre Johan Lennes. Et pourquoi je peux barely faire une prédiction? C'est parce que c'est un mystère complet, ce Bertin Desclous. On sait qu'il s'entraîne à Ottawa avec Crew Jeff Harrison. Je sais aussi que son seul combat MMA dont j'ai vu le finish sur son Instagram était chez les poids lourds. Et non, Bertin n'a pas vraiment l'air d'un poids lourd, mais je suis convaincu qu'il pesait au moins en haut de la limite des 206 livres pour ce combat-là. Puis il était probablement absolument pas sur la diète, il était probablement pas en train de regarder son alimentation, mais ça reste un gros bonhomme que je me demande comment va-t-il descendre de heavyweight à 170 livres pour son deuxième combat pro. Mais bref, s'il a pris un combat à cette division-là et ses coachs Jeff Harrison et compagnie ont accepté, je vois pas pourquoi il ne ferait pas le poids. Crew Jeff est pas quelqu'un qui a tendance à amener ses combattants et à les faire rater le poids. Même Alex O'Neill, qu'on sait pas comment il fait 155 livres, mais pourtant il le fait, et il le fait sous la supervision de Crew Jeff. Donc je dois absolument me fier à Crew Jeff Harrison pour amener Bertin Desclous au poids. Mais rendu là, que va-t-il arriver dans ce combat-là? Comment peut-on vraiment le savoir? Comme je vous ai dit, le seul footage que j'ai vu sur Bertin Desclous, c'était du footage de son finish, de son seul combat professionnel qui a eu lieu au Brésil, où il a affronté quelqu'un qui avait une fiche gagnante, mais qui avait aussi, je pense, 40 quelques années. Tout ça pour dire, il a l'air puissant, il a l'air gros, il a l'air fort. C'est toutes des choses qui paraissent. On a des vidéos de lui qui font des pads, puis il a l'air de frapper quand même assez fort dans
les pads, il a l'air d'être capable de mettre des combinaisons, mais tout le monde est capable de mettre des combinaisons dans un sac. Qu'est-ce que ça a l'air devant quelqu'un qui essaie de se défendre? Ça, on le sait pas. Mais j'ai pas le choix de faire une prédiction dans ce combat-là. Donc ma prédiction, ça va être évidemment Yohan Lennes. Parce qu'on le sait ce que Yohan Lennes est capable de faire. Puis on le sait aussi que Yohan Lennes est un très gros welterweight qui, lui aussi, pèse pas mal proche, sinon pèse 200 livres quand il n'est pas en diète, en training camp et vers la fin de son training camp. C'est un gars qui est grand, qui est gros, qui est fait long. C'est quelqu'un qui va vouloir échanger debout dans ce combat-là. C'est la seule affaire qui m'inquiète. Des clous a l'air très solide avec ses frappes et puis ça pourrait être très dangereux pour Yohan, mais j'ai dit la même affaire contre Sean Mead puis regardez ce que Yohan a fait avec Sean Mead. Donc, avec les deux performances que j'ai vues de Yohan Lennes, ça a l'air de non seulement être quelqu'un qui a du très beau potentiel, mais déjà un combattant qui sait où il s'en va quand il arrive dans la cage. Il a une bonne stratégie d'établi, il a une bonne idée de lui, comment il veut opérer dans ce combat-là. Puis ça a souvent lien avec setuper son takedown avec ses strikes, puis un coup que le takedown est arrivé, travailler pour passer la garde, aller chercher du gros ground and pound et faire très mal à ses adversaires, soit les finir direct là parce que l'arbitre arrête le combat ou leur donner une commotion assez solide qu'ils ne peuvent pas continuer après la fin du round. Donc j'ai Yohan Lennes dans ce combat-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a l'air Bertin Desclous, comme je vous ai dit. Il a l'air de frapper fort. Son finish a quand même cogné assez dur, et puis on l'a vu sur des maps de lutter avec des gars. Il a l'air d'être quelqu'un qui s'entraîne, évidemment. Puis, il y a une bonne équipe derrière lui, je dois m'attendre à ce qu'il arrive prêt pour ce combat-là. C'est juste un mystère complet, puis c'est pourquoi j'ai pas le droit d'y aller, j'ai pas le choix, c'est-à-dire d'y aller avec la valeur sûre dans ce combat-là, qui est la personne que je le sais, qui performe bien contre des gars qu'on sait pas c'est qui vraiment. Sean Mead, oui, avait eu une très belle performance contre Danny Mallette, mais il y avait beaucoup d'aspects de sa game qu'on n'avait pas eu la chance de voir chez les professionnels. Et puis, Yohan Lennes a été capable d'exposer une faiblesse chez lui à cet effet-là. Donc, regardez, j'ai Yohan Lennes par décision, cependant. Et j'ai ça pour une simple et unique raison. J'ai ça parce que je souhaite que ça arrive. Je souhaite que Yohan ait de l'adversité dans ce combat-là. Et je souhaite qu'il connaisse vraiment pour la première fois de sa carrière qu'est-ce qu'est un 15 minutes de combat professionnel dans une cage. 3 rounds de 5 minutes. Ces combats n'ont pas passé le premier round à date, et oui, c'est très bon pour l'affiche, c'est très bon pour la réputation, ça fait que tu es un prospect hypé, mais les prospects de cet âge-là ont besoin d'un 15 minutes de cage time, ont besoin d'avoir cette expérience-là tôt dans la carrière, et puis même s'il y a un round qui va moins bien pour Yohan, il doit avoir la chance de rebondir dans ce combat-là, puis de savoir c'est quoi, puis d'être dig deep, puis d'aller chercher son deuxième et son troisième souffle, puis ça va vraiment l'aider de se battre plus longtemps dans ses premiers combats. Lorsqu'il va arriver à un plus haut niveau, il va avoir à affronter des combattants qui ne seront pas capables de finir dans les premières minutes. Donc, mon souhait est que Yohan ait une bonne opposition dans un combat-là et soit en mesure de le faire durer un peu puis d'avoir un beau 15 minutes de cage time d'expérience à pouvoir mettre dans son bagage. Donc, Yohan Lennes par décision. On passe au 5e combat, c'est le dernier combat de la carte principale. C'est chez les 125 livres, une division qu'on a beaucoup d'action. On a 5 combats chez les 125 livres sur cette carte-là, 3 sur la carte préliminaire, le combat de championnat et ce combat-là qui pourrait être un combat qui va déterminer peut-être pas l'aspirant numéro 1 pour l'instant parce que je pense que c'est le japonais que Teko a signé de Grachan, mais potentiellement l'aspirant numéro 2, le gars qui pourrait être next après le japonais pour se battre pour le titre dans cette division-là. Et ça oppose Kendrick Latchman face à James Mancini. Kendrick Latchman, c'est un combattant qui a une belle fiche quand même, 8 victoires et 4 défaites, il a beaucoup d'expérience. C'est un combattant qui se dit primairement un lutteur, mais qui est vraiment un combattant gaucher qui veut rester à range, qui est très mobile sur ses pieds, qui aime pick his shot. Je vous dirais que si on a quelque chose à dire sur son combat debout, il est très beau, il est technique, fait de belles choses, il manque peut-être un petit peu d'activité, puis ça fait que des fois, c'est possible si tu lui mets de la pression, de le coller dans le clinch contre la cage. Et puis oui, il y a une belle takedown defense, j'ai bien aimé ce que j'ai vu à cet effet-là. Il y a aussi une garde qui est assez solide, assez des soumissions beaucoup en dessous, n'a pas encore réussi une en carrière, donc on dirait que c'est un peu la faiblesse de James Mancini, la petite affaire que tu peux trouver dans la game de James Mancini. C'est un excellent lutteur, c'est quelqu'un qui trouve toujours un moyen de fermer la distance puis
s'accrocher à une jambe. Puis lorsque James Mancini est accroché après ta jambe, il va commencer à faire du chain wrestling, comme on appelle. Enchaîner des takedowns et des transitions de lutte dans des takedowns et des transitions de lutte pour justement dropper pour un single, essayer de switcher pour le double. Ça marche pas, peut-être remonter dans un body lock, dans le clinch, essayer de rechercher une position pour éventuellement, boum, redropper, aller chercher le dos, aller chercher un single leg, puis il enchaîne ça sans arrêt, sans se fatiguer. C'est ce que James Mancini fait. C'est un lutteur redoutable et il réussit à amener absolument n'importe qui au sol. Se fait pogner au sol, littéralement. C'est ça qui arrive pour James. Les fois qu'il a perdu, les 4 fois qu'il a perdu, ça a toujours été par votre soumission. Ça a pas mal toujours été lorsqu'il était sur le top, puis boum, ça fait pogner en dessous. Mais je peux pas bête que Kendrick Latchman va faire ça dans ce combat-là. Parce que il a jamais réussi, puis il a réussi, puis il a affronté des adversaires qui étaient inférieurs à James Mancini plusieurs fois dans sa carrière, et même contre ces adversaires-là, il n'a pas été en mesure de les attraper dans une soumission sur son dos. Et puis des fois, j'ai l'impression qu'il se perd peut-être un peu là-dedans, qu'il aurait tendance à juste mettre ses longs pieds dans les hanches, et puis à pousser, puis à se relever, parce que ça, il fait très bien, puis quand il a besoin de le faire, puis que ses coachs lui signifient que c'est ça qu'il doit faire, il travaille pour ça, puis il réussit souvent à réussir, c'est beau ça, hein, Fab? Ben, bref. Il réussit souvent justement à se relever, se relève très bien. C'est un combattant qui a tendance à faire de très belles choses, mais ça vient en petits bursts, puis il y a des longs moments d'inactivité où il est juste debout, ou très mobile sur ses pieds, puis il bouge, puis il cherche un angle, puis voici un petit kick qui cause quasiment aucun dommage, mais pour toutes les belles choses qu'il fait, je trouve qu'il y a des manques d'activité qui, malheureusement, pour lui, ça vient lui coûter des combats, ça vient lui coûter des décisions. Il y a des adversaires qu'on voit devant lui qui sont moins talentueux que lui, qui sont juste plus actifs, qui sont dans son visage, qui ne lui laissent pas la chance, puis qui vont essayer de lancer plus de coups que lui, de s'accrocher à lui, puis de l'amener au sol. Et puis oui, Latchman se relève bien, mais après s'être relevé, ne fait pas vraiment rien avec son combat debout, est très hésitant, se déplace beaucoup, essaie de lander un petit coup, mais ça fait que les takedowns de ses adversaires ont plus de valeur parce que dans les moments où Latchman n'est pas en train d'être sur son dos, de défendre un takedown ou de faire ça, il en fait pas assez pour que son offensive vale plus que les takedowns de ses adversaires. Puis il s'est retrouvé dans des décisions qui ont été controversées un peu à cause de ça précisément. Mais s'il y a une chose que James Mancini, on peut pas lui reprocher, c'est d'être actif, c'est de toujours vouloir mettre un pace sur ce combat-là. Puis c'est souvent dans le stade du grappling, mais c'est un des très beaux grapplers, probablement un des meilleurs lutteurs que Kendrick Latchman va avoir à affronter. Et puis oui, je le vois essayer ces choses sur le dos, je le vois peut-être même se relever et donner un peu de misère à James Mancini, mais James Mancini, même s'il y a un peu de misère, ne stanne pas, continue d'avancer, continue d'être fatigant, et puis c'est quelqu'un qui réussit à faire payer ce style-là à la longue, et puis je le vois gagner une décision dans ce combat-là. Quatrième combat, on passe sur la carte préliminaire, c'est le dernier combat de la carte préliminaire, 185 livres, Julius Tremoliti affronte Simon Lagarde dans un combat qui va absolument être des fireworks. Julius Tremoliti est un prospect de Grand MMA, donc quelqu'un qui s'entraîne avec Todd Stout, qui s'entraîne avec Urgis Sigeta aussi notamment. C'est quelqu'un qui est fait long pour un 185 livres, qui est plus grand que large, je vous dirais, et puis qui aime arriver et mettre du volume sur ses adversaires. C'est quelqu'un qui commande de gate swinging, comme on dit. Le gars, là, il n'hésite pas, dès le début du combat, va tenter de mettre du volume sur son adversaire, de le faire reculer. Puis s'il est capable de juste rester à distance, puis aller mettre ce volume-là sur ses adversaires, justement, a de très bonnes chances de battre Simon Lagarde, parce qu'on a vu Simon Lagarde se faire peut-être un peu plus toucher qu'il voudrait dans son début de combat contre Cole Fetzner. L'affaire, c'est que Simon Lagarde est excessivement fort physiquement. Il est petit pour un 185 livres, mais ça joue très bien dans sa game, qui est très très simple. Une grosse main droite qui va essayer de te frapper très fort avec, et puis va dropper pour un takedown, te coller dans la cage s'il y a besoin, ou juste te power takedown comme il a fait avec Cole Fetzner. Et quand il est au top, sur de toi, il te frappe très fort jusqu'à temps que l'arbitre l'enlève de sur toi. C'est ça que Simon Lagarde fait. Et puis j'ai vu Julius Tremoliti bien grappler avec certains gars, mais avoir peut-être un peu plus de misère avec les takedowns contre certains autres, notamment Joey Morancy qui a affronté en combat amateur avant de faire le saut chez les pros. Tremoliti a un combat pro seulement. Ça a duré seulement 20 quelques secondes. C'est contre Woodrow James au dernier BTC. C'est un combat où les deux sont arrivés puis ils ont swingé, se sont fait mal les deux dans le début du combat, mais Tremoliti a l'air de toucher James juste un peu plus fort que James a touché. Ça l'a forcé à reculer puis à engager le grappling.
ring. C'est là, à ce moment-là, où notre ami Simon Lagarde, notre ami Julius Trumuliti a saisi une guillotine, puis il a passé une guillotine debout, littéralement, puis l'a soumis. Donc, Trumuliti est un très bon adversaire pour Lagarde, et quelqu'un qui va arriver avec un bon game plan, avec un bon gym, un bon corner derrière lui. Donc, vraiment, un très beau test pour Simon Lagarde, quelqu'un qui pourrait arriver là, puis causer une surprise, et ça, sans aucun doute. Mais le fait que Simon Lagarde est plus petit dans ce combat-là, et va avoir moins de son level change va être plus facile à faire contre un gars plus grand. Puis Trumuliti est un gars qui va arriver vers lui en lançant beaucoup de punch, en lui donnant beaucoup de chances de passer en dessous, puis juste de lui sauter dans les jambes, puis de l'amener au sol, et puis de faire très mal au sol. Je m'attends quand même à voir un round très compétitif dans ce combat-là, et puis peut-être Simon Lagarde qui take over vers le deuxième round, qui réussit un bon takedown. Puis je le vois réussir un bon takedown et réussir le TKO par ground and pound au sol, je vous dirais au deuxième round. C'est quelque chose que Simon Lagarde fait très bien, c'est quelque chose que tu veux pas être victime de, puis je pense que ça va arriver tôt ou tard dans ce combat-là, mais ça va être très compétitif jusqu'au moment où ça va arriver. Donc Simon Lagarde, TKO, deuxième round. On passe chez les 125 livres, Dominique Lacroix affronte Brandon Lee, et puis c'est un combat qui a un storyline intéressant. On a Dominique Lacroix, ça va être sa deuxième première fois, si on veut être franc, parce qu'il est arrivé, littéralement, on a appris qu'elle allait se battre contre Isaac Blais le jour de la pesée, il avait son nom, puis il est arrivé, puis il pesait déjà ce poids-là. Puis c'est vraiment pas quelqu'un qui est gros. Dominique Lacroix doit être très près de son poids de 125 livres. Et il affronte Brandon Lee, quelqu'un qu'on attend à ses débuts professionnels depuis tellement longtemps, et puis même ses concerts, on était là, c'est son dernier combat amateur, et puis whoop, il arrivait quelque chose, perdait le combat, malheureusement, et puis il ne signait pas tout de suite chez les pros, et puis il y a eu plusieurs choses qui ont retardé la carrière professionnelle de Brandon Lee. Et pour être bien franc avec vous, je suis convaincu que c'était pour le mieux. Ce gars-là n'a jamais arrêté d'être dans le gym, n'a jamais arrêté de s'entraîner au H2O. Il s'entraîne avec de très bons training partners. Michael Dufort notamment, Jérémy Caponnier, Davis Dos Santos. Dans les plus petits, il y a Frédéric Duprat. Il y a de très bons combattants, même des amateurs qui sont très très solides au H2O. On pense à Adam Sacco notamment, qui était excellent littéralement. Donc Brandon a de très bon team alentour de lui, a de très bons sparring partners. C'est quelqu'un qui est grand pour les 125 livres, qui va avoir un reach advantage sur Dominique Lacroix. Puis Brandon Lee, principalement dans ses combats amateurs, ce qu'on le voyait faire, c'est être all the way in ou all the way out. Si all the way out, va utiliser justement son long jab et sa longue main arrière pour tenter de garder sa distance, puis de lander quand même des coups qui sont surprenants. Je vous dirais qu'il y a un peu le syndrome du gars avec des longs bras, qu'il a pas l'air de frapper fort, mais que quand il te frappe, finalement, ça frappe vraiment plus fort que tu pensais que ça allait être, puis ça surprend ses adversaires. Et puis quand il ne se retrouve plus à distance, se retrouve à trop proche de son adversaire, là, il va juste aller chercher des transitions de lutte ou clincher littéralement pour amener le combat au sol, où il y a un excellent jiu-jitsu brésilien, autant sur le top que sur son dos. Et puis, ben franchement, j'ai Brandon Lee par soumission au premier round dans ce combat-là. Je pense que Dominique Lacroix va probablement nous en montrer plus que Brandon Lee, mais je pense que Brandon Lee va être plus gros, va probablement être plus athlétique, plus fort physiquement et un meilleur grappler que Dominique Lacroix. Donc je le vois réussir une soumission au premier round dans ce combat-là. Deuxième combat de la soirée, c'est encore chez les 125 livres, et franchement, je ne croyais pas que j'allais avoir de la difficulté comme ça à choisir ce combat-là, mais ben franchement, ça a été une de mes prédictions les plus difficiles sur cette carte-là. Il s'agit de Samuel Giguère contre Maxime Bacon. C'est un combat qui va être génial. Maxime Bacon, c'est un très bon combattant amateur, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience chez les amateurs, et puis qui s'est déjà trouvé un style de combat qui est propre à lui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la lutte. On se le cachera pas, c'est quelqu'un qui intègre beaucoup de techniques de lutte dans ses combats, shoot de façon très solide, est capable de shooter très loin puis quand même réussir ses shots aussi. Il aime bien garder sa distance puis rentrer avec un coup puis après passer en dessous de la réplique de son adversaire pour aller chercher un shot. Donc c'est quelqu'un que je vous dirais que la majorité de sa game
tourne alentour, d'aller chercher un takedown, d'établir du top control, puis de travailler de là. Il est bon pour avancer sa position, il est bon pour aller chercher un monte, aller provoquer son adversaire pour que son adversaire lui donne son dos. C'est aussi quelqu'un qui est capable d'appliquer du dommage avec ses mains, de ground and pound, contrôler la position justement un peu à l'aide de ses strikes et aussi à l'aide de son jiu-jitsu et tout. Mais c'est quelqu'un qui est très bon sur le top, je vous dirais, et qui principalement je vous dirais un peu à la James Mancini, n'a peut-être pas toujours les succès qu'il veut en début de combat, mais est tellement obstiné avec ce style-là, avec sa pression, avec le fait que c'est lui qui va de l'avant, qui crée l'action dans le combat, qui initie l'action dans le combat, qui met son adversaire sur les talons parce qu'il ne fait qu'avancer, puis il ne recule devant rien, puis des fois il mange de très bons coups, et puis on le voit qu'il est peut-être un peu ébranlé, mais le gars cover up très bien, mange le flurry, puis dès que c'est terminé, tente de répliquer, puis dès que son adversaire recule, bang, il est de retour sur la marche avant, il est de retour à mettre la pression, à tenter de lander des coups, inciter une réplique, passer en dessous, aller chercher son takedown, aller chercher son top control, et puis il va affronter quelqu'un qui me fait peut-être un peu penser à Yannis Hazard qui a affronté chez les amateurs, en Samuel Giguère, dans le sens que Samuel Giguère, debout, est quand même quelqu'un qui a une bonne technique, qui offrait une très belle opposition debout à Terry Lemaire, qui est lui-même quelqu'un qui a représenté le Canada au championnat Muay Thai, donc quelqu'un qui est un très bon combattant Muay Thai à l'échelle nationale dans ces catégories de poids-là. Samuel Giguère utilisait beaucoup de feintes, beaucoup de spinning stuff. Maxime Bacon aussi a du spinning stuff, et puis il n'a pas peur de lancer un très beau spinning kick. Samuel Giguère le lance plus au corps, son spinning kick, mais bref, utilisait des belles feintes, a touché avec des bons coups, c'est malheureusement sur un takedown, s'est fait prendre dans une guillotine. Depuis, il a reçu sa ceinture brune en jiu-jitsu brésilien, c'est quelqu'un qui est très bon au sol, et puis j'ai l'impression que Samuel Giguère risque d'être le meilleur technicien dans ce combat-là, risque d'être plus technique debout qu'un Maxime Bacon, risque d'être plus technique au sol qu'un Maxime Bacon, mais Maxime Bacon, je ne le vois pas se décourager de ça, et puis autant, si ce combat-là se termine par un finish, je pense que c'est probablement Samuel Giguère qui va réussir ce finish-là, soit en réussissant un coup d'éclat debout, mais je vous dirais principalement en attrapant Maxime Bacon dans une soumission, peut-être dans une transition ou quelque chose comme ça. Lui qui a du très bon jiu-jitsu brésilien, mais Maxime Bacon, si ça n'arrive pas et s'il ne se fait pas prendre dans rien, va continuer d'avancer, va continuer de mettre un pace sur Samuel Giguère, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un gars que même si en début de combat ça marche pas nécessairement comme il veut, il réussit à faire marcher son style tôt ou tard dans le combat, puis je pense que c'est sincèrement ça qui va arriver. Je pense qu'on va avoir un combat très compétitif, mais plus le combat va avancer, plus on va voir que la lutte, puis le cardio, puis le fait que Maxime Bacon est excessivement tough, puis est autant difficile à finir debout qu'au sol, et puis il a un très bon cardio, puis je le vois pas avec le style qu'il a, être tant affecté par le fait qu'il y a un début pro, je le vois pas être plus lent, parce que s'il arrive là puis il est plus lent puis il ne joue pas dans son style, il va perdre ce combat-là, donc c'est pas à son avantage de faire ça, puis je m'attends pas à ce qu'il fasse ça selon ce que j'ai vu de lui jusqu'à date, et puis je pense qu'à la longue, il va réussir à arracher cette décision-là, dans un combat qui va être serré, dans un combat qui va être compétitif, mais j'ai Maxime Bacon par décision ici, et finalement, premier combat de la soirée, c'est toujours chez les 125 livres. Nigel Crosswell fait ses débuts pro contre Pierre Tivierge, le seul flyweight étant plus petit que Yoni Sherbatov en grandeur. Je pense que Pierre mesure genre 5 et 1, 5 et 2. C'est un des plus petits gars que tu vas trouver, mais on dirait que ça l'aide. C'est comme un peu un Tony Laramie dans le sens que Pierre Tivierge, c'est un pressure fighter dédié, puis c'est ça qu'il va devoir faire dans ce combat-là d'ailleurs. C'est un pressure fighter dédié. C'est quelqu'un qui est game d'échanger, mais que tout, un peu comme Maxime Bacon, a l'air de mener principalement sur un takedown. Et puis Pierre Tivierge le fait des petits comme ça, puis d'être quand même quelqu'un qui est fait large pour sa grandeur, ça l'aide beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup besoin de level change. Le gars est presque déjà au niveau des jambes de son adversaire. Et puis Nigel Crosswell est quelqu'un qui pourrait peut-être donner de la difficulté à Tivierge en début de combat. Parce que oui, il est très grand. Je pense qu'il mesure comme 5. C'était quoi? Comment il mesure lui? Je l'ai écrit à quelque part. Là. Je ne dirais pas n'importe quoi. Il mesure 5 et 10. Très grand flyweight. Il va sûrement avoir un gros reach advantage sur Pierre Tivierge. Mais Pierre Tivierge a toujours affronté des gars plus gros que lui. Il a toujours affronté des gars qui avaient des énormes reach advantage sur lui. Puis comment il remédie à
ça, c'est en mettant une pression de fou sur ses adversaires puis en les laissant pas travailler à range. Crosswell est quand même quelqu'un qui travaille bien sur ses pieds, qui a une très belle base en taekwondo et puis qui va vouloir absolument garder ce combat-là debout à tout prix. Puis s'il réussit à garder, c'est-à-dire ce combat-là debout, va gagner ce combat-là, ça va être le meilleur combattant des deux debout, ça va être le gars le plus éduqué avec la meilleure technique debout. Cependant, j'ai vu quelques combats amateurs de lui, puis c'est triste, mais les fois qu'il a initié des échanges de grappling ou qu'il s'est fait takedown, ça a souvent pas été très long au sol avant qu'il se fasse soumettre. Et puis Pierre Tivierge est une ceinture mauve en jiu-jitsu brésilien qui est très bon justement pour amener les combats au sol, améliorer sa position et soumettre son adversaire. Donc j'ai Pierre Tivierge soumission premier round dans ce combat-là, puis on a réussi à faire ça en dedans d'une heure, je suis vraiment content. C'était mes analyses et prédictions complètes pour cette carte-là, et puis juste en finissant de même, pour les combattants, je sais que les combattants vous écoutez ça, puis je le sais que vous mettez beaucoup d'efforts dans vos combats, puis que d'écouter une petite vidéo avec un dos assis chez eux qui dit « Ouais, je pense qu'il va perdre », ça vous fait chier, tu sais, mais si j'ai dit que vous allez perdre votre combat, soyez pas fâchés après moi, s'il te plaît, tu sais, c'est pas parce que j'ai dit que vous allez perdre que je prends pas pour vous. Puis surtout, depuis que je fais des podcasts, pour être bien franc avec vous, j'ai parlé à la majorité des combattants sur cette carte-là encore. Et puis, j'aime tout le monde est vraiment chill, et puis plus que je connais de combattants, plus que ça devient difficile pour moi de faire ces vidéos-là, parce que j'ai pas envie, tu sais, que, mettons, Samuel Giguère perde, j'ai pas envie que Maxime Bacon perde non plus, j'ai pas envie que Brandon Lee perde, j'ai pas envie que Simon Lagarde perde, j'ai pas envie que, tu sais, Dominique Lacroix perde après, tu sais, ses débuts pro, j'ai pas envie que personne perde, tout le monde est super chill, puis ça devient difficile pour ça, donc pour les combattants qui écoutent ça, si vous êtes rendus jusqu'à la fin, puis j'ai dit que vous alliez perdre, soyez pas fâchés après moi, s'il vous plaît, je fais juste donner mes impressions sur un combat, puis c'est pas parce que je pense que vous allez perdre que vous allez nécessairement perdre. Je dirais que j'ai un taux d'à peu près 65%, fait que vous avez comme 2 chances sur 5 à peu près que je me plante complètement puis que vous défoncez votre adversaire, puis si vous gagnez, ben c'est une surprise, puis il me semble que c'est bien plus hot avoir une victoire surprise que de pas avoir de victoire pantoute, tu sais, quand le monde s'attendait pas à ce que tu gagnes, il me semble que ça l'amplifie le fait que tu as gagné ce combat-là. Fait que bref, tout ça pour dire, les boys, si vous écoutez ça, don't be mad at me, je souhaite pas que personne perde vraiment, j'aimerais ça que ça soit rien que des draws tout le long puis que tout le monde soit content parce que personne n'a perdu, mais bref, c'est pas ça la game, faut que quelqu'un gagne, faut que quelqu'un perde, puis moi j'étais un journaliste puis le monde m'écoute pour savoir mes impressions puis mes analyses de ces combats, donc je dois leur donner, c'est ça que j'ai fait, puis j'espère que c'est dans la paix et dans l'harmonie que ça va se faire, les amis. Ceci étant dit, laissez-moi un like sur la vidéo, ça serait bien gentil de votre part. Laissez-moi un commentaire dans les commentaires pour me faire part de qu'est-ce que vous pensez qu'elle arrive, vos prédictions pour Jourdain Ronson, pour Sharbatov Gordon, pour Duval Lapillus, pour Stout Bodo, pour le combat Xavier Alaoui de Corinne, qu'on espère vraiment que ça va arriver. S'il te plaît, trouvez quelqu'un à Corinne, on veut qu'elle se batte, pour Johan Lennes, James Mazzini, tous les combats. Faites-moi part de vos prédictions dans les commentaires. Abonnez-vous et likez MMA Talk tout partout, sur toutes les plateformes. On est sur Facebook, MMA Talk, sur YouTube, c'est MMA Talk, sur Instagram, @TheMMATalk, et sur Twitter, @The_MMA Talk. Donc suivez-nous sur toutes les plateformes, partagez ça avec vos amis, c'est le TKO, on a hâte, ça a lieu jeudi, on se voit là-bas, je vais faire un vlog, ça va être fou. Bye!